Merci de nous rejoindre pour cette dernière table ronde du Forum pour l'égalité de genre en Europe. Et comme je le disais, nous ne pouvions pas faire un forum autour de l'égalité de genre en Europe sans s'interroger sur ce concept et la manière dont il permet de porter un nouveau regard sur la société. C'est donc la thématique de cette dernière table ronde qui sera animée par Inès Pedrosa et qui sera aidée dans cet exercice de deux étudiantes, Hélène Klein, doctorante à l'Université d'Angers, et Myriam El Béchir Mbarka, également doctorante à l'Université d'Angers. Merci à toutes et tous. Merci et merci de votre présence aussi. Étant donné que c'est la dernière table ronde, je profite aussi pour remercier cette organisation très accueillante, très efficace et vraiment créatif de ce forum et de dire que c'était merveilleux d'être ici, de connaître toutes ces femmes qui font des choses pour changer le monde. Et d'avoir d'autres idées. On pense toujours mieux quand on pense ensemble et on pense plus aussi et on voit plus loin. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, ici dans ces journées. Je remercie infiniment tous les participants aussi et l'organisation. Donc, le genre. Comme la question de cette table, comme vient d'être dit, c'est comment le concept de genre permet-il d'avoir un nouveau regard sur la société. Une brève introduction, à partir des années 70, le monde académique a vu l'émergence du concept de genre comme grille de lecture sociale et sociétale des inégalités entre les femmes et les hommes. Parce qu'il permet de reconnaître que les inégalités trouvent leur source dans nos comportements sociaux et non dans des prédispositions biologiques. Le genre propose une autre lecture du monde et c'est donc vite étendu à tous les domaines de la société. Ce concept a depuis été utilisé en éducation, en architecture, en psychologie et c'est souvent montré essentiel. En effet, impossible de se passer d'une réflexion sur les fondements même de ce que nous construisons et définissons socialement comme hommes et comme femmes lorsqu'on prône l'égalité. Impossible en somme de ne pas se poser la question du genre si l'on souhaite accéder à une égalité réelle. Et j'ajouterai que le jour où on aurait une égalité réelle, cette question, le genre aura disparu. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de disparaître, même si, et je voudrais souligner ça aussi, même si, étant donné que la discrimination n'a pas des racines physiques, il y a des discriminations physiques très fortes. Récemment, j'ai lu un livre très récent d'une Britannique, Caroline Criado Pérez, qui a fait un gros livre sur toutes les discriminations que les femmes ont subies dans le monde dès le commencement des âges, parce que tout ce qui est inventé par la société patriarcale a été inventé pour le modèle physique de l'homme, c'est-à-dire les ceintures des automobiles, les médicaments. Il n'est que très récent la dosification pour les femmes. On a étudié la médecine par rapport au physique, à les conditions physiques spécifiques de cette partie de l'humanité qui est l'homme, en oubliant l'autre partie de l'humanité. Et je commencerai ce débat par ordre alphabétique pour parler avec Lucille. Et Lucille Biarrot, qui est quelqu'un qui travaille dans le monde, sur ce qui arrive dans l'espace physique à hommes et femmes
sur l'urbanisme, d'ailleurs comme Anne aussi, sur la dimension physique ou spatiale, mieux dit, de la discrimination. Lucille, vous avez soutenu votre thèse en 2021 qui s'appelle « Déconstruire le genre des pensées, normes et pratiques de l'urbanisme ». Vous avez analysé les dimensions genrées des professions de l'urbanisme en France depuis un siècle et le développement des pratiques contemporaines explicitement genrées. Pendant votre thèse, vous avez créé la liste de diffusion Urba-Genre et les bibliographies collaboratives Genre et urbanisme, Gender and Planning, Géographie du genre, Féministe and Queer. Vous êtes cofondatrice de l'atelier de jeunes chercheurs Genre Espace et membre du Gender Hub d'ONU Habitat. Vous travaillez comme directrice conseil dans l'agence de concertation et communication en urbanisme Très Clair, au sein de laquelle vous développez l'activité de diagnostic urbain, de sensibilisation et de formation au genre. Donc, on va vous écouter. Après, on fera une première ronde sur cette question générale du genre. Et après, avec la collaboration aussi de notre doctorante, on aura une discussion là-dessus. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors effectivement, j'ai commencé à travailler sur le genre en étant chercheuse dans le milieu de l'urbanisme. J'ai fini ma thèse l'année dernière. Alors tout à l'heure, on disait qu'il y avait des doctorantes qui étaient à 4 ans. Moi, ça m'a pris 5 ans et demi. Donc tout va bien. Non, c'est dur à la fin, mais ça vaut quand même le coup. Et d'ailleurs, je tiens aussi à remercier le Centre d'archives féministes d'Angers qui m'a accueillie pendant une semaine au mois d'août 2018. J'étais seule à en profiter et j'ai découvert vraiment des trésors là-bas, donc ça m'a beaucoup servi et je vous envoie bientôt ma thèse. Voilà, donc j'ai travaillé sur la dimension genrée de l'urbanisme. Effectivement, j'ai commencé par m'intéresser en fait au programme d'urbanisme contemporain qui explicitait concrètement la question de la place des femmes dans les espaces urbains, puis du genre. J'ai analysé au début de mon travail de recherche, quand j'étais en master, le programme Femmes et Villes de Montréal. Et puis, progressivement, j'ai eu une vision internationale de cette question, avec la diffusion des bonnes pratiques dans plein de pays du monde. Et puis, je suis arrivée à la question de pourquoi en France, on a l'air d'avoir un peu du retard sur ce sujet-là, dans le milieu de l'urbanisme. Pourquoi la question du genre ne semble être apparue qu'au début des années 2010, fin des années 2000, vraiment dans la pratique de l'urbanisme. Et voilà, j'ai commencé ma thèse avec cette question-là. Et puis progressivement, en faisant mes recherches, en suivant des programmes d'urbanisme contemporain, notamment en région parisienne, à Paris et Villiers-le-Bel, en suivant ces programmes-là qui étaient en cours de mise en œuvre, et je regardais tous les questionnements que ça apportait aux urbanistes qui découvraient un peu ce sujet sous un angle nouveau, et surtout qui étaient explicités en fait, parce que jusqu'ici, c'était des questions qui étaient rarement explicitées, bien qu'il y ait beaucoup de présupposés dans ce domaine. Et progressivement, j'ai regardé les questions que ces urbanistes se posaient, et puis je me suis dit, mais en fait, on connaît déjà très bien, il y a beaucoup de documentation sur qu'est-ce que c'est de l'urbanisme égalitaire. En fait, aussi, j'ai fait beaucoup de travail d'archives et de bibliographie, et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de matière sur ce sujet. Mais je me suis posé la question, du coup, de pourquoi on ne connaît pas toutes ces ressources et quelles sont les particularités genrées du milieu de l'urbanisme français qui expliquent qu'on a l'impression que c'est nouveau, alors que mon travail d'archive m'a montré qu'en fait, il y avait des racines très anciennes de ces thématiques dès les années 60, 70, et qu'on les oubliait régulièrement. Il y avait une amnésie cyclique qui semblait se répéter sans cesse. Donc,
voilà, j'ai essayé de répondre à toutes ces questions, d'étudier vraiment les normes tacites, genrées du milieu de l'urbanisme. Et voilà, j'ai eu à la fois une approche historique et sociologique sur des programmes contemporains. Et tout ça m'a amené aussi à développer une activité d'expertise sur ce sujet, où j'accompagne des collectivités territoriales à prendre en compte ces questions. C'est comme ça que j'ai rencontré Anne Labreuil. Et nous travaillons désormais sur plusieurs missions ensemble pour la ville de Paris et pour la ville d'Angers. On vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Merci. Je passe donc à Virginia Ferreira, du Portugal. Vous êtes docteur en sociologie par l'Université de Coimbra. Vous êtes professeur associé à la faculté d'économie et chercheuse au Centre d'études sociales. Vous concentrez vos recherches sur les thèmes de la sociologie du travail, la recherche méthodologique et l'égalité de genre. Vous êtes actuellement membre du réseau européen SAGE, Analyse scientifique et conseil en égalité de genre pour l'Union européenne. Vous êtes membre du groupe technique scientifique au groupe de conseil de la Commission pour la citoyenneté et l'égalité de genre. Vous êtes membre fondateur et présidente du conseil des directeurs de l'association portugaise Women's Studies et éditrice en chef du journal Execo, indexé dans Scopus et Cielo. Vos travaux, y compris vos articles et vos essais, ont été publiés dans les revues et collections nationales et internationales. Vous coordonnez actuellement le projet de recherche en Gender Mainstreaming in Curricula and Pedagogical Practice in Portuguese Public Universities. La parité dans les curricula et les pratiques pédagogiques dans les universités publiques au Portugal. Vous devrez écrire beaucoup, j'imagine. Donc, Virginia, on vous écoute sur ce sujet. Merci Inès. D'abord, merci pour votre invitation, pour me permettre de m'exprimer devant vous aujourd'hui, pour vous parler du genre. Je suis sociologue. Ça fait déjà un certain temps. Et je me rappelle d'un des premiers livres de sociologie qui parlait du genre, qui a apporté ce concept. C'était un livre de Anne Oakley qui s'appelle Sex, Gender and Society. Donc, il y a une nouvelle conceptualisation, parce que le but, c'était d'arrêter de définir les femmes selon leur constitution biologique, physiologique, etc. C'était affirmer l'idée que la domination des femmes était le résultat de conventions, de systèmes, de forces, de pouvoir au sein de la société. Et donc, ça a commencé dans les années 70. Dans les années 80, de nombreuses voix ont commencé à s'élever, à parler du fait que les femmes sont très diverses et à apporter le concept naissant d'intersectionnalité. Les relations sociales de genre sont codéterminées dans chaque situation, selon d'autres relations sociales, en jeu des relations ethniques, les relations entre personnes de différentes orientations sexuelles, etc. Le but était aussi d'attirer l'attention sur le fait que, en fait, la manière dont les relations sociales de genre sont visibles dans la société sont en fait aussi un héritage. Il y a peu, on a parlé justement du fait que ce qui a constitué le passé est encore présent aujourd'hui. Donc il y a un héritage.
un héritage de processus historiques, le racisme, le colonialisme, le capitalisme, etc., qui se manifestent de manière concrète sous différentes formes. Le genre m'a permis de constater certaines choses. Je vais faire un bond dans un autre sujet et vous parler d'un de mes projets, qui s'intéressait justement à l'impact de la pandémie sur le travail académique. J'ai mené une grande enquête sur un grand échantillon de personnes qui font partie du corps enseignant dans les universités et les instituts polytechniques au Portugal. Et j'ai découvert quelque chose du point de vue du genre, des réalités différentes. En science, le genre a eu un rôle refondateur. Nous avons créé de nouveaux objets de recherche, de nouveaux concepts. Et l'année dernière, quand je travaillais justement sur ce projet, j'ai découvert un concept que je ne connaissais pas encore, le concept de citoyenneté académique, qui a aussi attrait au genre. Parce que dans le monde académique, dans cette institution qui normalement suggère une certaine rationalité, en fait, c'est une institution encore très inégale et discriminante envers les femmes. J'ai découvert donc ce concept et j'ai eu une idée qui n'était pas encore apparue, bien que je sois enseignante. Le genre m'a permis de comprendre que notre subjectivité peut évoluer. C'est quelque chose qui est différent dans les sciences conventionnelles. Le genre et sa conceptualisation nous a permis de comprendre que l'expérience personnelle des chercheurs est directement liée à la manière dont il va mener ses recherches. Et aussi donc est liée à ses résultats. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Et cette conceptualisation nous fait aussi nous rendre compte qu'il y a un travail domestique académique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un ensemble d'activités qui sont indispensables au fonctionnement des institutions. Mais les institutions ne valorisent pas ces activités. Par exemple, lors du recrutement ou lors de la progression de carrière académique. C'est étrange. C'est quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous vont reconnaître. C'est que justement, cette question nous permet d'évaluer les choses. C'est un critère aussi qu'on retrouve dans la publication d'articles, selon leur impact. Je travaille aussi avec des étudiants et la pandémie a intensifié cette activité parce que je souhaite aider les étudiants. Je ne veux pas qu'ils prennent de retard. Je veux qu'ils puissent continuer leurs activités et continuer d'aller vers leur avenir. Donc, il faut un grand travail de gestion des institutions, bureaucratiques, administratifs. Dans les commissions d'éthique, par exemple, il n'y a que des femmes. Parce qu'il n'y a peut-être pas de valorisation de ces rôles au sein des institutions. Et par exemple, ceux qui écrivent des chartes, qui effectuent un accompagnement pour les élèves, etc., ces personnes ont des activités qui sont importantes, mais en fait, souvent, il n'y a pas une bonne représentation entre les genres au sein de ces activités. Et puis d'un autre côté, évidemment,
Il y a l'impact du travail domestique qui s'est accentué ces derniers temps avec la pandémie. Évidemment, il a fallu beaucoup plus prendre soin de sa famille, etc. Donc, il fallait à la fois s'occuper de sa famille, mais en même temps continuer ses activités. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de m'exprimer. Inès nous a parlé de l'idée que le genre peut-être disparaît. Et je pense que justement on pourra en parler. Parce qu'il y a un paradoxe, je pense, à la fois. L'idéal serait de faire disparaître les genres, mais d'un autre côté, est-ce qu'il faut vraiment qu'ils disparaissent? D'un côté, il faudrait peut-être même renforcer ce concept de genre. Il faudrait peut-être qu'on puisse justement choisir son genre. Donc, à la fois, il faut transformer le genre, en faire une identité fluide, qui puisse constamment changer et qui puisse être applicable dans les sciences sociales et dans la sociologie, et qui puisse fonctionner d'un point de vue structurel, parce que c'est ce qui conditionne nos choix et nos pratiques individuelles et organisationnelles. Donc, je pense que ce sont de vrais défis que nous avons devant nous, de savoir que faire de ce concept de genre, queer, fluide. Merci Virginia. Anne Labreuil. Vous êtes architecte urbaniste aux multiples casquettes. Vous êtes spécialisé en projets d'aménagement urbain, durable et inclusif. Vous exercez depuis 2011 comme maîtresse d'œuvre sur des projets d'aménagement d'espaces publics et architecturaux au sein de collectifs pluridisciplinaires sur des projets participatifs. Depuis plus de 4 ans, vous vous êtes spécialisé sur les questions de genre et de fabrique urbaine, considérant les espaces construits comme des vecteurs d'égalité. Cette expertise vous permet aussi d'accompagner les collectivités et les maîtres d'œuvre dans le diagnostic de leurs espaces existants au prisme du genre pour la mise en œuvre de projets plus égalitaire. Vous êtes maîtresse de conférences associée au Master d'urbanisme de Paris-Nanterre. Vous êtes engagée aussi sur les problématiques d'égalité au sein de votre profession d'architecte. Vous avez cofondé en 2016 l'association MEMO, Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Et depuis 2021, vous avez été élue conseillère à l'Ordre des architectes, dont vous êtes la vice-présidente, et vous avez mis en place la délégation à l'égalité. Il paraît qu'il y a un problème d'égalité dans les architectes et l'architecture. Tout à fait. C'est comme ça que tout a commencé. Pour moi, en tout cas, cette question de genre je ne suis pas née femme architecte, je le suis devenue. C'est ce que je vais essayer d'expliquer là dans les 5 petites minutes pour me présenter. Donc effectivement, je suis architecte, urbaniste. J'ai travaillé pendant très longtemps dans une agence d'architecture où j'ai fait de l'espace public. Et je pensais bien faire. Je travaillais pour tout le monde, pour le bien-être de tous. Je me posais des questions sur l'intergénérationnel, sur la question des enfants, sur la question du handicap. Voilà, j'étais très sensible à tout ça, et toujours. Et puis, bon, voilà, j'ai fait tout ça. Et puis, à un moment, je travaillais dans une grande agence, j'avais envie de monter ma propre activité, donc je me suis mise à mon compte. Et alors que je travaillais sur des gros projets, une fois à mon compte, j'arrivais qu'à faire les cuisines des copines. Donc, première question, pourquoi c'était si difficile d'avoir accès à la commande? Je me suis dit, je suis peut-être un peu nulle. J'en discute avec d'autres amis qui me disent on doit être nuls tout ensemble. Et on a comme ça
commencé à se poser la question de notre nullité, on s'est peut-être rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas que nous qui étaient en cause. Et qu'il fallait un peu travailler sur la question. Et donc on a créé l'association MEMO, effectivement, Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, pour pouvoir valoriser les figures d'architectes. Parce qu'on est parti du constat, pourquoi on était aussi nombreuses dans les écoles d'architecture. Pour rappel, maintenant, il y a plus de 60% d'étudiantes en école d'architecture, et pourquoi on est aussi peu nombreuses et aussi peu visibles de l'autre côté. Voilà, ça c'était vraiment mes premières problématiques professionnelles. Et puis en même temps, c'est croisé des rencontres avec celle de Lucille Biarrotte, des lectures sur la ville faite par les hommes et pour les hommes. Et je me suis posé la question, enfin, tout ça a fait un peu flash dans ma tête, et je dis, ben alors, toi comme tes copines, on a du mal à avoir accès à la commande, on a du mal à construire, on pose des questions de genre aussi. Il y a des chercheurs qui commencent à dire, des géographes qui commencent à dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même usage dans la ville. Pourquoi ces questions-là n'étaient jamais, déjà la première question, pourquoi je ne m'étais jamais posé cette question-là alors que je me considère comme féministe depuis longtemps. Donc ça déconstruit, en fait. Ça fait des années que je déconstruis ma profession pour mieux la construire, pour la construire de manière plus inclusive, et que ces questions-là aussi ont traversé ma pratique, et maintenant ma pratique professionnelle est vraiment axée là-dessus. C'est comment on peut mieux effectivement prendre en compte les questions de genre pour pouvoir construire des espaces plus inclusifs. On développera ça après. Pour moi, il y a une question spatiale, évidemment. Donc, en tant qu'architecte qui construisons l'espace, qui l'imaginons, on doit prendre en compte tout ça. Mais il y a aussi de grandes questions méthodologiques à prendre en compte, c'est-à-dire quels sont les professionnels qui vont faire cette architecture, cet urbanisme, quels sont les gens qu'on va inviter à prendre possession aussi de leur cadre de vie pour pouvoir créer. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on travaille avec Lucille depuis quelques années sur quelques projets. Merci. Et on passe à Marta Segarra, qui vient d'Espagne. Marta, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire d'études de genre et de sexualité, et professeure d'études de genre à l'Université de Barcelone. Vos recherches actuelles portent sur les post-humanités, la biopolitique et l'animalité. Parmi vos derniers ouvrages, Comunidades con Acento, 2021, l'édition de 3 années du séminaire d'Hélène Cixous, Lettres de fuite, séminaire 2001-2004, et un dialogue avec Donna Haraway, The World We Need, El Monde que Necessiten. On va vous entendre sur cette question. Comment est-ce que le genre nous a fait et a fait votre travail? Merci. Oui, en fait, je viens de Barcelone. J'ai développé ma carrière académique à Barcelone, à l'Université de Barcelone. Donc, je comprends très bien la problématique soulevée par ma collègue Virginia Ferreira. Et j'aime beaucoup son concept de service domestique académique parce que je m'identifie beaucoup à cette idée. Et donc, on en a parlé avec des collègues femmes. Et hier, je parlais avec une collègue justement galicienne qui disait un peu la même chose sans utiliser ce concept. Et donc, mais ensuite, maintenant, je suis en France, donc, dans ce laboratoire d'études de genre et sexualité, qui est la seule unité de recherche qui est entièrement consacrée aux études de genre en France, et qui est récente, puisqu'elle a été créée en 2014. Et donc, ça, c'est symptomatique aussi de ce que vous disiez, c'est-à-dire que les études de genre ont été institutionnalisées assez tard en France par rapport à d'autres pays, évidemment l'Amérique, mais aussi d'autres pays européens, puisque même l'Espagne, qui pourrait sembler un pays qui porterait un retard à ces sujets, puisqu'il y a eu la dictature, etc. Mais en réalité, en fait, disons que l'évolution a été même un peu plus rapide en Espagne. En tout cas, les traductions, par exemple, dont on faisait allusion aussi d'ouvrages très fondamentaux
fondamentaux des études de genre ou des théories sur le genre, donc ont été faites avant en espagnol ou en d'autres langues, romanes en tout cas, ou en d'autres langues européennes que en français. Donc j'ai vu ce contraste et là au laboratoire de genre et sexualité justement le 8 mars, donc avant-hier, la journée des droits des femmes, on a organisé une table ronde sur on a organisé une journée disons et il y a eu une table ronde le matin sur l'histoire des études de genre en France et concrètement l'histoire du centre d'études féminines et d'études sur le genre qui a été le premier, qui a été créé en France par Hélène Cixous justement en 1974, donc c'était un des premiers en Europe. C'est très paradoxal parce que c'était un des premiers en Europe, mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup d'autres centres créés. Il y en a eu quelques-uns dans d'autres, en plus pas forcément à Paris, mais dans d'autres villes françaises comme Toulouse, etc. Mais par contre, ça s'est passé assez tard pour vraiment cette idée d'institutionnaliser les études de genre. Mais en même temps, maintenant, où les études de genre sont considérées comme institutionnalisées, il y a beaucoup de masters, il y a des doctorats, il y a pas mal d'universités en France où il y a des cursus en genre. En même temps, nous voyons que le genre, c'est une arme qu'on se jette à la figure publiquement, parce que à côté d'autres concepts un peu fumeux, que les médias ou certains médias ont contribué à confondre ou à construire parfois, comme par exemple celui de l'intersectionnalité que Virginia a aussi mentionné et qui est un concept qui est parfaitement établi en sociologie, en études de genre, dans beaucoup d'autres champs de recherche, mais qui est critiqué de façon intéressée, disons, politique, etc. Mais à côté de l'intersectionnalité, il y a beaucoup d'autres concepts qui ont été donc détournés ou qui ont été mal expliqués par des gens qui n'ont pas lu en fait les ouvrages où ils sont définis, où ils sont établis. Et justement, il y a une initiative qui a été entreprise par des collègues de mon laboratoire, Éric Fassin et Caroline Ibos, sociologues, les deux. C'est une sorte de dictionnaire critique des savoirs où il y a plusieurs spécialistes qui doivent définir ces concepts en 50 secondes. Et donc, moi, on m'a demandé que je définisse le concept genre en 50 secondes. Et je vais vous lire donc ma définition, si vous voulez bien, puisque ce sont des podcasts qui sont diffusés tous les jours ou tous les 2 jours. Ça vient de commencer le 8 mars, mais je crois donc que le mien n'a pas encore été diffusé, donc c'est une première, entre guillemets. Bon, je dis ça de façon ironique, bien sûr. Donc, je vous lis ce que j'ai préparé pour ce podcast. Donc, en 50 secondes, on croit généralement que l'humanité se divise en hommes et en femmes selon le sexe de chaque personne à sa naissance. Le genre désignerait alors la part culturelle qui s'ajoute au sexe dit biologique pour que les filles deviennent des femmes et les garçons des hommes, ainsi que les relations de pouvoir entre eux, variables selon les contextes politiques et culturels. Mais le genre se réfère aussi à la perception subjective de sa propre identité, construite suivant des normes qui ne sont pas perçues comme étant imposées, mais comme découlant naturellement du corps et du sexe. La distinction entre sexe et genre est donc plus compliquée qu'il n'y paraît. En outre, de nombreuses personnes pensent aujourd'hui que le genre n'est pas fixé pour toujours, mais fluide, et qu'il existe bien plus de positions que juste 2. C'est à quoi faisait allusion Virginia à la fin, et qui, en réalité, comme elle le disait, change beaucoup la perspective qui existait, qui était bien établie, dans le sens que le genre était donc une explication de la discrimination des femmes par les hommes. Donc, du moment où certaines personnes, ou un nombre, je crois, grandissant de personnes croient que le genre est fluide et qu'il y a beaucoup plus de positions, disons, identitaires que hommes et femmes, tout ça doit être pensé, repensé par nous, par les personnes qui travaillent dans ce domaine et par tout le monde qui est intéressé dans ce domaine. Et donc, ça va, je crois, changer pas mal de choses. Donc, je ne crois pas non plus que le genre disparaisse sitôt que ça.
Merci Martha. Je vais simplement demander à nos deux doctorantes qui sont là pour aussi intervenir dans le débat, mais elles sont, comme il a été dit, Elbische Merriam et Hélène Klein. Et je vous demande à chacune de dire très brièvement qu'est-ce que vous étudiez, qu'est-ce que le sujet de vos doctorats, avant de continuer avec le débat. Merci beaucoup. Je vais être très brève. Je suis doctorante en géographie sociale, en 3e année, et je travaille sur le tourisme des Français d'origine marocaine. Donc justement, j'essaie d'étudier les rapports de genre dans les espaces touristiques, dans le pays d'origine. Donc d'où mon intérêt pour cette table ronde. Même si on traite plutôt la question de l'urbanisme, on fait tout de même donc le lien et le rapport entre les études de genre et l'espace, donc l'espace urbain en l'occurrence. Et puis en fait, ce que je trouve vraiment révolutionnaire justement, c'est de faire le lien entre études de genre et espace. Donc le genre, on a toujours dit que c'était une grille de lecture, en l'occurrence pour les espaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'espace peut aussi être une grille de lecture pour les évolutions des rapports de genre. Et donc l'interaction entre les deux et l'étude des deux, en fait, l'un peut être une grille de lecture pour l'autre. Et donc comment l'espace, enfin si on peut se poser des questions et mettre des mots sur ces problématiques, comment l'espace peut nous éclaircir sur des aspects des études de genre, ou aussi comment les études et les rapports de genre peuvent nous permettre de lire et d'analyser des espaces. Merci. Bonjour. Alors mon sujet de thèse à moi, donc je suis en histoire contemporaine et donc je m'intéresse à la charge corporelle des femmes en France depuis 1950. Donc quand je parle de charge corporelle, c'est au sens de vécu corporel. Donc essayer de comprendre comment les femmes vont vivre leur corps en termes d'injonctions esthétiques, de devoir prendre soin d'elles, de leur corps, mais aussi dans tout ce qui concerne la maternité, la santé et puis les violences faites aux femmes. Voilà. Et j'ai une question déjà, je ne sais pas si je peux la poser ou pas. Vous pouvez parce que le temps passe. Alors plutôt, oui, lié à l'urbanisme, ça aurait été comme question... Alors, au niveau géographie du genre, je ne m'y connais pas énormément, mais j'ai lu Yves Rébeau, qui, lui, justement, vous en avez parlé en parlant de la ville faite par et pour les hommes. Et justement, lui, il dit que justement, l'espace public urbain est fait par et pour les hommes. Et donc, j'aimerais savoir justement comment on peut réaménager l'espace urbain pour permettre aux femmes de se le réapproprier, parce qu'on sait que quand on est une femme, c'est plus compliqué de rester statique dans l'espace public, sans occupation précise, sans objectif précis, contrairement aux hommes. Il y a aussi des zones qu'on peut éviter, certaines rues qu'on va éviter, que ce soit le jour ou la nuit. Mais il y a aussi tout ce qui est harcèlement de rue et les violences faites aux femmes. Donc, comment l'urbanisme et l'aménagement de l'espace public peut aider aux femmes à se réapproprier cet espace-là. Merci beaucoup de votre question, parce que c'est justement sur cela que travaillent Anna et Lucille, et je vous demande de répondre. C'est justement son travail. Mais effectivement, oui, ça fait partie de notre travail. Là, en ce moment, on travaille sur le quartier de Mon-Plaisir à Angers pour justement voir comment on peut améliorer l'urbanisme pour mieux prendre en compte les dynamiques différenciées en fait des hommes et des femmes et pour pouvoir apporter cette mixité en fait, apporter le fait que les femmes puissent rester un peu plus sur l'espace public, s'y sentir légitimes, s'y sentir en sécurité et de par cette mixité apporter aussi ce sentiment de sécurité. C'est assez complexe. On n'a pas encore la recette magique. C'est pas une norme. On veut pas le remplacer en norme. Donc, dans un premier temps, ce qu'on préconise, c'est déjà d'avoir une lecture, un diagnostic extrêmement précis du territoire, parce que chaque projet, chaque situation est différente. Donc, dans un premier temps, on s'attelle à ça, qu'on travaille à Paris ou qu'on travaille à Angers. C'est vraiment observer le territoire, observer les dynamiques et mettre en lien, en fait, les différentes dynamiques et l'espace. Qu'est-ce qui fait qu'à
certains endroits, les femmes y restent. Est-ce que c'est lié au mobilier? Est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce que c'est lié à la végétalisation? Est-ce que c'est lié au fait qu'on puisse partir très vite, par exemple, de cet espace? Ou c'est lié parce qu'il y a, en fait, il y a plein de gens et qu'on s'y sent bien? Donc c'est dans un premier temps cette analyse-là qui va nous amener à porter un regard un peu plus fin sur les territoires et sur les dynamiques que ça provoque. On s'attelle aussi à récolter évidemment les besoins des usagères qui sont finalement dans les processus urbains très peu entendus, très peu considérés. Donc il y a un côté méthodologique extrêmement important à mettre en place. Donc c'est pour ça que on nous demande souvent des préconisations spatiales ou quel serait le super mobilier inclusif du futur dans lequel hommes, femmes, tout le monde se sentirait bien. C'est super compliqué comme évidemment parce que on a bien dit aussi que chaque homme et chaque femme étaient différents, donc il n'y a pas le truc révolutionnaire. Mais le but c'est d'être justement le plus ouvert possible, le plus hybride possible. Alors c'est un peu compliqué de développer ce concept en si peu de temps, mais c'est voilà, intégrer les gens, intégrer les besoins, mettre en lien. Les processus urbains sont souvent extrêmement cloisonnés. C'est toujours les mêmes professionnels qui parlent aux mêmes professionnels. Donc c'est comment on peut amener des gens qui travaillent sur l'accompagnement de femmes qui vont à l'emploi, comment les équipements scolaires du quartier vont pouvoir aussi intégrer tout ça et intégrer le processus urbain. J'ai pas la valise magique, on est en train de le faire, mais Lucille... Oui, si je peux compléter ce que tu viens de dire, Anne. Donc ces constats d'inégalité, d'usage différencié entre hommes et femmes des espaces urbains, ils sont anciens. Le chercheur que vous avez cité n'est pas du tout le premier à avoir fait ces constats-là. Et en fait, énormément de chercheuses ont fait ces constats depuis les années 70-80, y compris en France. Il y a vraiment des pionnières qui n'ont pas été très bien valorisées par la mémoire collective universitaire, comme Jacqueline Coutras, par exemple, qui faisait des études très très poussées déjà sur les mobilités en Île-de-France différenciées dans les années 70. Il y a même des chercheuses qui étaient aussi militantes féministes, qui ont écrit des choses sous des pseudonymes pour éviter d'avoir des conséquences négatives sur leur carrière. Débutant au CNRS dans les années 70, déjà, c'était pas facile pour les femmes d'intégrer ce milieu extrêmement masculin. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses qui sont passées aux oubliettes de l'histoire mainstream de l'urbanisme. Donc voilà, il y a quand même une immense majorité de chercheuses qui ont travaillé sur ces sujets et qui se font parfois réapproprier leur travail par des hommes. Donc je préfère citer Edith Maruet-Jouls, par exemple, sur l'analyse des usages des espaces de loisirs des jeunes en région bordelaise, qui a fait sa thèse sur ce sujet et qui a montré que 2/3 des espaces culturels et sportifs étaient... En fait, que 2/3 du budget consacré à ces espaces-là était finalement donné à des garçons et des hommes, ce qui est extrêmement inégalitaire d'un point de vue des politiques publiques, qui aujourd'hui sont quand même censées, avec les directives européennes notamment, éviter d'entretenir ces inégalités-là. Et donc, voilà, nous, notre travail, c'est effectivement déjà d'apporter la question du genre aux urbanistes, en leur expliquant, grâce à tous ces travaux qui existent, qui sont très très riches, que oui, il y a des différences d'usage et que oui, on peut les analyser, on peut les observer dans chaque quartier, que c'est pas la même chose partout, mais il y a quand même des dynamiques collectives qui existent. Donc c'est ce que vient de dire Anne sur les usages différenciés, mais il y a aussi la dimension réflexive dans le milieu professionnel qui est extrêmement importante, et c'est là où je pense que la question du genre concerne tout autant le milieu professionnel que les usages à observer. Qui prend les décisions politiques pour les programmes d'urbanisme? On se rend compte qu'aujourd'hui, les adjoints en charge de l'urbanisme et des travaux sont en général aux 3/4 des hommes, encore, alors que par exemple pour la petite enfance, c'est 95% de femmes. Donc les orientations politiques des adjoints sont extrêmement genrées aussi en termes de thématiques, première chose. Deuxième chose, dans les équipes
professionnels d'urbanisme, selon les spécialités, on a aussi des profils genrés. Plus on est près de la construction, du BTP, de l'ingénierie, plus on est dans des milieux très masculins, mais c'est là où il y a le plus de moyens et le plus d'argent. Le hard, comme on dit en urbanisme. Et par contre, quand on parle du soft, c'est-à-dire tout l'aspect social, habitat social, concertation, voilà, ce genre de domaine, on est beaucoup plus dans des domaines féminins qui ont beaucoup moins de moyens, alors qu'ils font tout ce travail finalement que vous décriviez tout à l'heure, de travail domestique, de care en fait, de prendre soin des gens, d'écouter les gens, de faire de la participation, de la démocratie en fait locale. Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension-là très réflexive à prendre en compte au sein du milieu professionnel, et je pense que c'est très très important aussi de faire réfléchir les professionnels sur leurs propres stéréotypes, sur leurs propres biais. En tant qu'individu et en tant que groupe, parce que c'est aussi comme ça qu'on adopte après les bonnes postures pour se remettre en question régulièrement. Parce que le féminisme, c'est pas un badge que hop, on a fait une formation genre une bonne fois pour toutes et puis ça y est, on est bon pour le reste de la vie. Non, c'est une posture. Et d'abord des questions à se poser, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de solution spatiale toute faite. En fait, chaque contexte est particulier et il y a des solutions qui sont parfaitement émancipatoires dans certains contextes et qui vont être très stéréotypées dans d'autres. Et on ne peut pas forcément décider en avance de comment ça va être perçu, utilisé. Et puis, le genre, c'est dynamique. Dans l'histoire aussi, donc ce qui est vrai aujourd'hui et qui peut mener à de l'émancipation aujourd'hui, ça ne sera pas forcément vrai dans 15 ans. Donc, c'est beaucoup de paradoxes à prendre en compte, évidemment. Eu gostaria d'acrescentar também esta dimensão da gestão por parte das autoridades locais, etc. Eu penso que a questão que a Hélène colocou também, je pense que la question qu'a soulignée Hélène, la question de l'insécurité des femmes dans l'espace public est également importante. Et cela a trait à l'éclairage, au transport. Il y a un système de transport de porte à porte dans plusieurs villes pour qu'il n'y ait pas à trop marcher entre la maison et les transports. Donc il y a effectivement une logique de mainstreaming de la perspective de genre dans la gestion urbaine. Et comme Anne l'a dit, ces méthodologies de suivi sont très importantes, pas uniquement pour hommes ou femmes, mais pour toute personne ayant une difficulté d'accès, pour des questions de mobilité ou qui soit handicapé visuellement. Donc, pour que l'on puisse comprendre dans l'espace public quels sont les lieux moins fréquentés et où il peut y avoir plus de crimes, par exemple. La sociologie a aussi son rôle à jouer dans cette vision de l'urbanisme. Si Martha veut ajouter quelque chose à ce sujet ou si on passe... Bon, je ne suis pas du tout spécialiste en urbanisme, donc mais je salue ce qui a été dit. Je voulais peut-être rebondir sur plutôt le sujet de thèse d'Hélène, c'est-à-dire la question du corps et du vécu du corps de la part des femmes, puisque je pense que c'est un des exemples. Bon, c'est évidemment que c'est un rapport avec l'urbanisme aussi et avec l'occupation de l'espace public et non public, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une question très importante parce que ce vécu corporel, c'est un des exemples où l'on voit plus clairement que ce que les études de genre étudient en partie, mais en grande partie, ce sont toutes ces normes qu'on a assimilées, hommes et femmes, mais tout spécialement les femmes en ce qui concerne le corps, et que ce sont des normes culturelles, des normes, disons, qui ont été bâties sur une
série de croyances ou de mandats aussi politiques, mais que nous avons naturalisé. Je crois que ce concept de naturalisation est très important. Et justement, c'est un peu ce qui est aussi contesté maintenant des études de genre, parce qu'on nous reproche de croire qu'il n'y a pas de nature, mais que tout est culturel, que tout est construit. Mais les études de genre, en réalité, ne disent pas ça. Ce que les études de genre, bon, évidemment, il y a beaucoup de positions dans les études de genre. Je ne prétends pas parler pour tout le monde, mais en général, les gens qui font des études de genre en urbanisme ou en sociologie ou en d'autres domaines, en histoire, etc., nous insistons sur le fait qu'il faut justement, à travers l'outil, comme vous l'avez dit, du genre, voir au-delà de ces croyances intériorisées, c'est-à-dire de dénaturaliser ces vérités qui nous semblent des vérités naturelles, mais qui en réalité sont des choses qui ont été construites avec une perspective historique au long des siècles même, et qui changent. Donc c'est très important aussi cette idée que ce qui vaut pour maintenant ne vaudra pas peut-être pour après-demain, même parce que maintenant il y a une sorte d'accélération historique aussi qui fait que des solutions qui étaient bonnes par rapport à des politiques publiques aussi, par rapport à la parité, par rapport à beaucoup d'autres choses, il faut les repenser à un moment donné. Et en urbanisme, j'imagine que c'est la même chose. Répondre 2 secondes là-dessus. Oui, pardon. Non, mais parce que justement, je pense que c'est de là que vient la complexité aussi d'aborder le sujet en urbanisme et particulièrement en architecture, où quand on construit, on investit beaucoup d'argent pour longtemps, et que faire comprendre aux politiques que ce qu'on va construire là aujourd'hui, finalement peut-être que ça va être amené à évoluer, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'aimerais tellement pouvoir dire oui, tiens, on a trouvé les nouvelles normes et le nouveau référentiel, et voilà, si vous prenez un banc de 1,20 m de large, les femmes elles s'y sentiront mieux. Ce serait vraiment extraordinaire. Et on a toujours cette question-là, qu'est-ce qui ferait que concrètement voilà, on se sente mieux? Donc ça fait partie aussi, je pense, des difficultés de faire comprendre que c'est un processus, que c'est plutôt des questionnements et que c'est quelque chose de contextualisé, et que voilà, on va bien sûr arriver à faire des choses, mais en travaillant pas non seulement sur l'espace et aussi sur la méthode. J'insiste toujours là-dessus parce que on a tellement, surtout les architectes, on a tellement le prisme de l'espace et de la spatialité, et on doit avoir une réponse, et on doit avoir la réponse à tout parce qu'on est des super extraordinaires personnes, les architectes évidemment, que voilà, c'est complexe de dire, en fait c'est un rapport d'humilité qu'il faut avoir aussi par rapport à ce sujet-là. Mais il faut y travailler, voilà. Et il faut d'autant plus y travailler. Merci. Je pensais simplement ça. Simone Beauvoir a écrit le XXe siècle en 1949. Et elle a dit, on n'est pas femme, on le devient parce que le genre s'est imposé par la société. Et je pensais, à part tout ce que vous racontez, nous sommes en 2022, je pensais par exemple aux espaces commerciaux, ça commence, qui continuent le genre. Quand je dis qu'il faut détruire le genre, c'est parce que moi, je peux plus voir les jouets pour jeunes filles et pour jeunes garçons. Et il y a tellement de choses qui sont politiquement correctes déjà, et bien. Et ça, je ne sais pas si c'est en France comme au Portugal, mais les grands espaces commerciaux ont des jeux et des choses de construction pour les garçons, et les poupées et les cuisines pour les jeunes filles. Et cette limitation extrême, que tout le monde s'est rendu compte, que l'université... Et après, tout ce que vous racontez, à l'université, il y a des chercheuses qui ont fait des investigations et qui sont effacées, ou qui ont dû se déguiser d'hommes pour passer, et qui continuellement, les femmes dans l'université font le gros du travail de soutien de l'université et de relations, à part le travail critique et universitaire. Et tout ça n'est encore pas reconnu. Et l'argent, on a écouté au cinéma
On a écouté ici sur ce forum, au cinéma, quand les films sont grands, sont pour les hommes, les projets d'architecture grands sont pour les hommes. Et c'est pas qu'ils soient méchants, c'est qu'ils... Ça a toujours été comme ça et ils parlent avec ceux qu'ils connaissent. J'ai écouté, par exemple, à l'université, pas de Coimbra, mais c'est la même chose, à Lisbonne. Pourquoi est-ce que le conseil scientifique n'avait pas que des hommes? Ah, j'ai pas fait exprès. C'est des gens qui ont des spécialités, qui sont intéressés, et on ne pense pas en termes de genre. Et ça arrive encore, n'est-ce pas? J'ai entendu que vous avez déjà une autre question. J'ai juste une petite question, parce que je n'ai pas posé de question tout à l'heure. Oui. C'était juste une question un petit peu... méthodologique. J'apprécie beaucoup votre projet. Je trouve ça super intéressant. Je suis un peu curieuse par rapport à la méthodologie que vous utilisez. Donc j'aimerais savoir quelle méthodologie exactement vous utilisez. Est-ce que c'est plutôt de l'observation ou est-ce que vous réalisez des interviews avec des femmes? Voilà, quelle méthode Alors, on utilise plein de méthodologies différentes, autant qualitatives que quantitatives. C'est vrai que traditionnellement, dans les études de géographie féministe, c'est beaucoup de qualitatif avec des observations, du travail sur tout ce qui est sensoriel, sensitif, sensible. Donc un travail sur les perceptions, les émotions, des cartes sensibles, des marches exploratoires où on dit comment on se sent dans tel ou tel espace selon les moments, etc. Donc oui, c'est beaucoup de qualitatif, d'observation, de discussion. Mais récemment, on a vraiment développé une méthodologie qui n'est pas innovante d'un point de vue de la recherche, mais qui n'avait jamais été mise en œuvre, je pense, en France à une échelle comme ça. Bon, on était 4, c'était pas non plus extraordinaire en termes de taille, mais on a fait donc une analyse d'un quartier de gare à Paris, et on a compté quasiment 10 000 personnes sur plusieurs semaines avec des temps dédiés, des sessions. On avait toute une méthodologie de où est-ce qu'on se place. On se place toujours au même endroit. On est 2 avec des compteurs, tchac, comme ça. Et on a compté quasiment 10 000 personnes. On s'est rendu compte que cet espace-là était extrêmement mixte. On était quasiment à la parité sur 9 000, 10 000 personnes. Mais par contre, en fonction des temporalités de la journée, le matin très tôt, les femmes n'étaient pas là. Le soir très tard, elles n'étaient pas là, alors qu'elles étaient là le midi, le samedi après-midi. Et c'est pas des choses qu'on découvre, ce sont des choses que la géographie féministe dit depuis longtemps. Moins il y a de monde dans les espaces publics, moins proportionnellement on a de femmes. Mais là, on a réussi à le démontrer quantitativement. Et pour parler aux ingénieurs de la ville de Paris, c'est plus efficace. C'est une étude espace-temps en même temps, c'est super. Oui. Je dis c'est une étude espace-temps en même temps, c'est super. Ouais. Et ensuite, je peux compléter du coup. Et ensuite, donc ça, c'est en objective. On dit, regardez, effectivement, l'espace, il n'est pas occupé de la même manière partout et à tous les temps. Et ensuite, on a une grille d'analyse d'un projet, parce que là, c'est ce qu'on nous demande de faire, en fait, autant à Angers qu'à Paris. Il y a un nouveau projet urbain qui a lieu. On s'est pas préoccupé jusqu'à présent des questions de genre. Zut, il faut les prendre en compte. Donc, donnez-nous des préconisations. Alors, voilà, très bien. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas le mobilier inclusif de rêve. On l'a pas trouvé sur le catalogue. Donc, on essaye de lire justement le projet à travers des besoins de mobilité. Donc on a toute une grille d'analyse et de lecture, en quoi le projet favorise ou non les mobilités. Donc on prend en compte le positionnement, ça devient très pratico-pratique. On regarde le positionnement des nouvelles pistes cyclables, de la largeur de trottoir, la manière dont ils peuvent, les revêtements de sol, où est positionné les stations de bus pour que justement il y ait ce sentiment de sécurité. Ensuite on va travailler sur la lecture des usages, quels sont les usages qu'ils ont proposés, est-ce qu'ils vont être autant utilisés par les hommes, par les femmes, et tout le monde. Donc il y avait comment ?
Et la question du symbole aussi, est-ce que le quartier analysé, les équipements, les rues, est-ce qu'il y a des œuvres d'art de femmes qui sont là? Voilà, enfin bref, donc je ne vais pas tout vous détailler, mais on a aussi développé comme ça, alors c'est pas, là aussi on n'a pas inventé la poudre, hein, on a travaillé avec la mairie de Paris pour développer une méthodologie qu'on adapte aussi évidemment à chaque fois. Donc ça c'est de l'observation aussi et des préconisations très concrètes, et puis après il y a vraiment la méthode de projet, comment on peut permettre aux femmes du quartier ou à une plus grande diversité de participer au projet urbain, de donner son avis, d'aller tester des matériaux, tester des choses, etc. Voilà, c'était pour être un peu exhaustive et concrète. Merci. Virginia, vous avez dit que le genre a révolutionné la science, mais peut-être qu'on ne sent pas dans l'espace de la communication générale comme ça encore. Peut-être que vous pouvez développer ça un peu. Bon, comme Martha disait, tout le monde parle de genre, aussi à la communication. Alors, ça c'est une vraie révolution, mais je suis parlé en français. Ouais. Non, je vais changer pour le portugais. Je disais donc que, aliás, como disseram as nossas Três Marias, comme le disaient les Trois Marias des Nouvelles Lettres portugaises, nenhum campo semântico podia ficar sem ser mudado, sem ser alterado. Personne ne reste identique. Há muitos exemplos que nós podemos encontrar. Et on voit beaucoup d'exemples de cela. As referências são, sobretudo, obviamente, a sociologia, mas vemos et surtout, dans mon cas, dans la sociologie, mais aussi avec Lucille et Anne, dans leur domaine, apporter une perspective de genre révolutionne complètement notre manière de voir l'urbanisme, de voir l'espace et de la manière dont on l'utilise. Les villes ont été conçues selon les besoins des hommes et on le voit sur un modèle concret. L'homme ramène l'argent au foyer. Il rentre le soir après son travail. Et grâce à toutes les méthodologies qui ont été citées, grâce à ce décompte, de savoir qui se trouve dans l'espace, qui prend le bus, c'est ainsi qu'on se rend compte que les femmes ne se déplacent pas du tout de la même manière que les hommes dans leur vie quotidienne. Les femmes effectuent des trajets plus proches de leur lieu de travail parce que pendant le déjeuner, elles en profitent pour faire des courses ou alors pour aller voir quelqu'un qui habite tout près. Donc on voit que la manière de se déplacer n'est pas si simple que ça. Il ne s'agit pas juste de sortir de chez soi, d'aller au travail, de revenir. Donc quand on analyse tout ça, on voit que les femmes, elles doivent aller chercher les enfants à l'école, faire des courses. Donc elles ont besoin de pouvoir se déplacer d'une manière qui leur permette de réaliser toutes ces tâches, de transporter leurs sacs après avoir fait les courses. Et donc si on prend une approche de genre, on découvre un monde complètement différent. Et on s'en rend compte en sociologie, en économie. En économie, par exemple, on a observé un changement total des frontières de la discipline. Grâce à une organisation internationale de féministes créée en 1991 qui a attirer l'attention sur le fait que la science économique devrait intégrer le travail rémunéré, mais aussi le travail non rémunéré. Et donc, pas seulement un raisonnement économique, mais aussi les aides liées au bien-être. Et c'est la même chose en sociologie. Par exemple, en économie, pour expliquer les différences de salaire, de quoi disposons-nous de manière conventionnelle? Il y a la
théorie du capital humain qui dit que les femmes étaient moins bien rémunérées parce que leur qualification était inférieure à celle des hommes. Et nous avons la théorie marxiste qui disait que, pour revenir à la théorie du capital humain, le salaire est une récompense. Un salaire vient récompenser un travail. Dans la théorie marxiste, l'idée est que le salaire est l'équivalent de ce qui est nécessaire pour la reproduction de la main-d'œuvre. Et donc, si les femmes travaillaient moins, Marx d'ailleurs parlait des femmes. Donc les femmes, mais les femmes pour lui étaient à la maison, elles s'assuraient de la survie de la famille pendant que l'homme travaillait. Enfin, il y avait une certaine logique. Et il a fallu une nouvelle perspective de genre pour commencer à entrevoir que les différences salariales sont en fait le résultat de pratiques. Parce que très rapidement, les femmes ont obtenu les mêmes qualifications ou des qualifications supérieures à celles des hommes. Et aujourd'hui, il y a un autre concept, celui de la surqualification, c'est-à-dire d'une personne qui occupe un emploi qui ne mobilise pas toutes ses compétences. Et c'est bien malheureux. Et aussi dans le contexte de la guerre en Ukraine. Pour revenir aux questions des migrants, des réfugiés, ce qui va se passer probablement, c'est que de nombreuses femmes vont arriver sur le marché du travail européen, mais sûrement en occupant des postes qui ne sont pas à la hauteur de leur qualification. Par exemple, des neuropsychiatres qui vont se retrouver à faire le ménage ou être auxiliaire de vie pour des personnes âgées. Et je ne veux pas dénigrer ces emplois, mais en tout cas, ça ne demande pas le même niveau de qualification. Et les femmes sont mal rémunérées. Et j'espère bien que nous réussirons à y mettre fin. Mais il y a peu, Tatiana, justement, parlait de ça. Tatiana Mora, elle parlait du fait que l'objectif serait que 50% des hommes fassent partie des tâches domestiques et les femmes de soins, et les femmes, elles, qu'elles fassent partie à hauteur de 50% des domaines plus techniques. Si je me permets de parler encore un peu, je me souviens, par exemple, d'une question posée par une Américaine. Elle se demandait pourquoi on observait une diminution de la discrimination des femmes sur le marché du travail, mais on observait une stagnation. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, de nombreuses femmes ont commencé à occuper des postes qui étaient autrefois réservés exclusivement aux hommes. Mais par contre, on n'a pas observé la tendance contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu plus d'hommes qui ont occupé des postes dans des crèches, par exemple. Et donc, elle se demandait comment un homme pourrait vouloir exercer ce genre de profession. Comment faire? Parce que ces emplois ne sont pas suffisamment valorisés et pas suffisamment rémunérés. Alors, comment faire pour que les hommes aient envie d'exercer ces fonctions? Alors oui, si on prend une perspective de genre, le monde change complètement. Merci. Martha, vous avez la sensation que, comme disait Virginia, il y a eu un recul dans l'évolution de l'égalité de genre? Oui, plutôt, je pense, oui. Non. Que quand on regarde, les femmes ont occupé les espaces masculins. Bon, vous n'avez pas dit ça, c'est vrai. C'est moi qui pense ça.
Ce que vous avez dit, c'est que les femmes, ce que j'ai dit, c'est que les femmes n'ont pas... C'est-à-dire que la progression de la discrimination du genre de marché du travail n'a pas vraiment évolué ces 20 dernières années. Masculins dans les rangs plus mal payés, j'ajoute, mais pas les hommes. Et c'est vrai, cette idée, il y a cette idée de genre. On parle du genre comme le genre féminin, mais il y a le genre féminin parce qu'il y a le genre masculin. Et la masculinité continue très vivante et très... c'est-à-dire, une femme peut faire tout aujourd'hui. On a été toujours multitask, mais maintenant, on est censé faire tout et être professionnel, personnel, aimante, toutes les choses. Mais les hommes, c'est pas bien vu encore qu'un homme soit avec des petits-enfants, soit dans une école maternelle, par exemple. C'est vrai aussi. Et pour moi, c'est un recul parce que quand j'étais jeune, je connaissais des hommes qui voulaient avoir les droits des femmes à l'intimité, qui voulaient rester chez eux avec les enfants quand ils étaient petits et qui étaient en train de faire ça. Et ça, je vois, avec les crises économiques successives, c'est les hommes qui vont prendre les travaux et les femmes qui restent avec ce qui reste. Bon, c'est ce que je vois. Je ne sais pas, mais Martha... Mesmo aí haveria algumas precisões a fazer. Mais il faut que je précise certaines choses. Excusez-moi. É que também há esta ideia generalizada, crise, desemprego feminino. Il y a le problème de la corrélation entre crise et chômage féminin, mais ça dépend des secteurs d'activité, lesquels sont le plus affectés par le chômage. La crise financière de 2010-2011 a affecté certains secteurs plus que d'autres, la construction publique, ce qui est surtout un secteur d'hommes, et l'automobile. Les femmes, elles ont conservé leurs emplois dans les hôpitaux, les écoles. Donc, quelque part, on pourrait dire que la séparation sur le marché du travail a quelque part protégé l'emploi des femmes lors de cette crise. Parce que les métiers du soin ont été aussi renforcés aussi pendant la pandémie. Les chiffres disent qu'il va falloir, à ce rythme, l'égalité de genre sera obtenue dans 2 siècles et demi, plus ou moins. Donc, Martha, on va vous écouter. On ne peut pas attendre. Oui, bon, je pense que pour répondre à votre question, parce que c'est vrai que Virginia n'a pas dit ça, oui. Mais je pense qu'il y a une réaction très agressive en ce moment, un peu partout dans le monde, et non seulement dans les pays où il y a où les gouvernants sont d'extrême droite, ou par exemple au Brésil, où il y a vraiment des attaques contre les études de genre et contre toutes sortes de politiques publiques aussi qui sont basées sur une perspective de genre. En Europe aussi, en Hongrie, en Pologne, il y a une sorte de backlash, comme on dit en anglais, de recul. Mais je pense que c'est aussi justement parce qu'il y a eu une poussée des féministes, il y a eu une poussée très grande qui a fait que le genre soit quelque chose qui est connu maintenant et qui est utilisé même par beaucoup de gens qui ont le pouvoir, un certain pouvoir dans l'espace public, disons, ou dans le monde politique. Donc du coup, c'est un recul et en même temps, ça montre les avancées qu'on a faites. Donc c'est assez paradoxal, je trouve. Et je voulais ajouter aussi que il me semble important aussi de souligner, ou de souligner, parce que c'était implicite dans ce que vous avez dit, que la perspective de genre est aussi intersectionnelle. C'est Virginia qui a la première prononcé ce mot, et parce que
toutes les femmes ne sont pas égales non plus, et dans l'espace urbain non plus. C'est-à-dire que non seulement il faut voir les temps d'usage de l'espace public, mais aussi quel type de femmes. Je sais que ça va être très difficile, mais je veux dire par âge, évidemment, par classe sociale aussi. Ce n'est pas la même chose de pouvoir se payer un taxi ou de ne pas pouvoir se le payer, par exemple, ou de pouvoir se payer le métro ou ne pas pouvoir se le payer aussi. Donc, cette grille multiple, ces lunettes intersectionnelles qui ont été... C'est-à-dire, c'est un concept qui est né des études de genre, c'est un concept qui est né de féministes. Donc, je pense que c'est très important de le souligner et de tenir compte du fait que les discriminations, avant, on parlait des doubles discriminations ou des discriminations triples, etc. Mais finalement, ce que les gens qui sont spécialistes, notamment les sociologues, ou certains sociologues, ou certaines qui sont spécialistes sur ces questions d'intersectionnalité, ce qu'elles nous disent, c'est que ce n'est pas que les discriminations s'ajoutent les unes les autres, mais qu'elles interfèrent, donc elles se multiplient, en fait, ou elles multiplient la somme totale. Donc, c'est très compliqué, c'est très complexe, et donc, pour répondre à votre question méthodologique, c'est vraiment, il faut être vraiment très subtil et très nuancé. Merci. C'est l'heure d'appeler le public. S'il y a des questions, quelque chose que vous voulez demander, ajouter à ce débat. Il y a là quelqu'un, un micro, s'il vous plaît. Je vais d'abord laisser mon étudiante vous poser sa question et après je vous poserai la mienne. Merci. C'est une question qui va paraître un peu pessimiste, un peu défaitiste peut-être, mais par rapport au genre dans l'espace public et les femmes qui ne se sentent pas forcément en sécurité, puisqu'on le sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas en sécurité à cause d'expériences ou autres, et j'ai pu faire ce constat moi-même, je ne me sens pas forcément en sécurité juste dès qu'il fait nuit, que ce soit dans n'importe quelle ville. J'ai pu vivre à Angers, Athènes, Mexique, Bruxelles, c'est pareil à chaque fois. Et est-ce qu'on peut parler de solutions dans ce cas-là ? Est-ce qu'on peut imaginer des solutions ? Parce que on ne peut pas penser tout d'un coup, les hommes ne sortent plus la nuit, c'est pas possible et c'est pas la question. Mais on ne peut pas non plus dire aux femmes, vous faites avec. Et comment on fait ? Parce que là, c'est pas forcément l'urbanisme, c'est plus la relation entre les deux et comment on fait dans ce cas-là, quoi. J'ai pas la solution. Alors, je vais parler de mon point de vue en tant qu'architecte. Voilà, c'est parce qu'évidemment la question, elle n'est pas unique. L'espace est une toute petite raison par rapport aux grands problématiques. Donc, moi, de point de vue de l'architecte, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire, on va quand même travailler sur toujours la même chose, sur la programmation, sur faire en sorte que des espaces soient a priori utilisés par tout le monde, qu'on va travailler sur l'éclairage, parce que on se sent quand même mieux la nuit dans un espace où il y a beaucoup de monde que dans un espace où il n'y a personne. On se sent quand même un peu mieux dans un espace où on voit tout autour que dans un espace où on est sous un tunnel mal éclairé. Il y a quand même des éléments comme ça qui font que l'espace peut quand même avoir une incidence sur ce sentiment de sécurité. On se sent mieux quand les rez-de-chaussée sont éclairés. On se sent mieux quand on a un éclairage, pas qui nous tombe comme ça dessus là sur la tête, mais qu'on a plusieurs types d'éclairage avec des lumières différentes, qu'on a du son, qu'on a... Voilà. Donc moi, ma préconisation, et là je reste vraiment humblement dans ma posture d'architecte, ce serait on peut quand même travailler sur faire en sorte que l'espace il soit un peu plus chaleureux, un peu plus convivial, qu'on s'y sente mieux et que ce sentiment de sécurité soit partagé et qu'on soit de plus en plus nombreux. Ce qu'on avait quand même remarqué en travaillant avec Lucille sur la gare, c'était un parvis de gare, qu'il y avait un café au milieu, qu'il y avait des lumières et que là on s'y sentait mieux et qu'il y avait du monde. Et du fait qu'il y ait du monde aussi on s'y sentait mieux. Voilà. Et après, mais évidemment, l'espace ne résout vraiment pas tout. Pas tout du tout. Donc, je laisse vraiment la parole aux autres. Bon, et simultanément, en même temps,
Nous travaillons avec des garçons, avec des jeunes, pour lutter contre la masculinité toxique, agressive, et lutter contre le stéréotype qui dirait que les hommes sont des prédateurs sexuels et que les femmes sont toujours des proies, selon cette logique. Donc, il faut travailler à plusieurs niveaux. Mais en tout cas, constamment, ce qu'on peut se demander, c'est le présent. Comment résoudre les problèmes du présent? C'est la question que tout le monde se pose, $1 million. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels travailler. Individuel, les identités, les stéréotypes, les mentalités. Le niveau organisationnel, par exemple, comment l'aménagement urbain, dont on a déjà parlé, et puis troisièmement, les politiques publiques, comment les politiques publiques peuvent mettre à disposition les conditions pour que les organisations, les institutions aient les moyens et soient stimulées à fonctionner de la bonne manière. C'est ainsi, le changement se passe lentement, il n'y a pas de baguette magique pour résoudre nos problèmes. Il faut y travailler avec endurance, comme on pourrait dire en français, avec résilience et persistance. Martha veut dire quelque chose, Lucille, parce qu'il y a d'autres questions. Au moins, j'ai vu des bras en l'air. Oui, je vais profiter d'avoir le micro. Oui, c'est bon. Je profite d'avoir le micro parce que, comme vous avez dit que vous travaillez sur Angers, et si j'ai bien compris sur le quartier Mon-Plaisir, je voulais savoir si dans votre méthodologie, vous utilisez les déambulations nocturnes, l'observation, etc. Je voulais savoir si vous connaissiez le travail des films Hector Nector, le film Habitante, donc vous dites oui, qui est un film qui est très intéressant, un docu qui est très intéressant, puisque là c'est en mode participatif. Elles ont interviewé pendant ce documentaire d'1 heure les habitantes du quartier pour savoir pourquoi elles ne faisaient que traverser l'espace public et pourquoi elles n'y restaient pas. Moi, j'ai assisté à l'avant-première de ce film et c'était très intéressant parce qu'après, elles étaient là, ces femmes, et elles expliquaient bien ce dont elles avaient besoin et envie, et je voudrais savoir si vous avez intégré ça. J'ai gardé ça dans mes notes sur mon téléphone, je viens de la retrouver, c'est quand même à propos. Elle disait qu'elles avaient besoin de commerces ouverts plus tard, de jeux d'enfants, d'espaces de coworking, de cafés mixtes, de maisons de santé, de centres équestres, d'un marché sur la place, et surtout d'éduquer pour les mamans, les enfants, mais en particulier les garçons, au partage de l'espace public avec leurs sœurs et toutes les femmes qui pouvaient traverser la place justement du quartier Mon-Plaisir. Donc j'ai l'impression que vous connaissez bien, que vous utilisez aussi cette méthodologie. Comment vous la prenez en compte et comment vous l'intégrez dans les préconisations que vous allez faire ? Alors effectivement, on a vu la première partie de ce documentaire parce que la deuxième partie n'était pas encore sortie quand on a fait notre diagnostic d'usage du quartier. Mais à part le centre équestre, ça on n'a pas entendu parler, mais toutes les autres idées... Je crois que c'était une boutade de leur part, mais pour dire qu'il faut aussi amener dans ce quartier des activités qu'on n'a pas l'habitude d'y trouver, tout simplement. Ouais. Et donc oui, tout le reste effectivement ça se recoupe totalement avec les discussions qu'on a pu avoir formelles et informelles avec les habitantes et du diagnostic qu'on a produit. Donc on a commencé par un diagnostic vraiment d'usage. Alors malheureusement on était aussi en période de encore Covid, confinement, etc. Donc on n'a pas pu faire autant de choses qu'on aurait aimé. Ça c'était une des contraintes de la mission et malheureusement voilà.
C'était comme ça. Mais en tout cas, on se recoupe complètement. Et puis clairement, c'est aussi un mouvement collectif de différentes actions qui sont en train aussi de s'interconnecter. Donc notre recherche-action, elle rentre complètement en résonance avec ce travail documentaire et avec des actions de terrain, des habitantes directement, qui ont écrit par exemple de la poésie féministe dans les espaces publics, sur les murs, sur le sol. Donc on a fait ce diagnostic-là, et là, notre but maintenant, c'est d'acculturer et d'accompagner l'équipe projet vraiment qui est en train de s'occuper de la rénovation urbaine du quartier. Nous, on essaye de transformer toutes ces informations-là en préconisations concrètes pour les urbanistes, les ingénieurs, mais qui s'interconnectent aussi avec des actions sociales. Donc, je vous donne simplement un exemple. On a rencontré des femmes qui travaillent près de la piscine, de l'autre côté des voies ferrées, dans des conteneurs, actuellement dans des conteneurs qui sont faits pour qu'elles puissent développer des activités économiques en auto-entrepreneuriat, concrètement. Et certaines d'entre elles avaient vraiment très envie d'avoir des locaux plus sur la place de l'Europe, notamment une couturière. Mais elles n'ont pas forcément les moyens dans leur activité de se payer les loyers qui sont prévus par l'aménageur actuellement dans les futurs locaux, parce que Place de l'Europe, tous les locaux commerciaux étaient vraiment très anciens et en mauvais état, donc ils viennent d'être rasés. Là, il va bientôt y avoir des travaux qui vont commencer pour construire à la fois des logements et de nouveaux locaux commerciaux. Mais donc, les loyers prévus pour plus tard ne sont pas à leur portée. Et nous, on a été là un peu pour interconnecter aussi ces idées-là. D'un côté, il y a des locaux commerciaux encore vacants qui ne sont pas dédiés à des commerçants, qui n'ont pas trouvé preneur. Et par ailleurs, il y a des femmes entrepreneuses, artisanes, qui aimeraient pouvoir se payer ce type de local avec de la visibilité. Et c'est aussi une action, clairement, qui permettrait de rendre plus mixte cette place-là, en fait, d'avoir des activités faites par des femmes qui vont attirer des femmes. On parle d'une couturière qui fait quand même quasiment de la haute couture, hein, donc du sur-mesure. Donc elle va faire des robes de mariée, elle va faire des robes de soirée et tout un tas d'autres choses. Et donc, c'est là où nous, on a fait un peu le lien entre le projet urbain et le projet social et le projet de développement économique, en disant, écoutez, vous avez des actrices vivantes du quartier qui veulent travailler dans le quartier, qui veulent le faire vivre, qui veulent ramener des activités qui ont disparu depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, mais elles n'ont pas les moyens. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec la mairie, avec les services de l'ALDEV, tout l'accompagnement économique et social qui existe, pour peut-être, si la mairie a vraiment envie d'encourager la présence des femmes sur cette place, il faut les accompagner, ces femmes-là, peut-être faire un espèce d'espace partagé pour plusieurs artisanes qu'elles pourraient louer ensemble, ou avoir des subventions publiques concrètement pour les aider dans le lancement de leurs activités. Il y avait aussi des projets de traiteurs, de femmes qui voulaient faire des repas traiteurs et qui voulaient faire un espèce de co-working, mais co-cooking. Voilà. Et oui, tout à fait, co-working et co-cooking. C'est ça. Oui. Et donc, finalement, nous, on a un peu fait le lien entre, d'un côté, équipe projet, qui est dans sa construction, son budget, les mètres carrés, etc., et qui dit, ça va coûter tant, hein, le loyer à la fin. Et puis, de l'autre côté, des actrices de terrain, entrepreneuses, qui veulent faire quelque chose, qui veulent investir leur quartier, se le réapproprier, montrer qu'elles sont là, qu'elles sont tout aussi légitimes que des hommes à avoir des commerces, à tenir des commerces dans ce quartier, à attirer aussi de la population d'autres quartiers, en faisant de la qualité, en faisant des choses qui sont originales, qui sont novatrices. Et donc, nous, on a servi un peu de catalyseuse, en fait, dans tout ça, en interconnectant les idées, quoi. Voilà, c'est juste un exemple. Merci, Lucille. Et on a déjà dépassé le temps. Donc, mais seulement 3 minutes. Donc, s'il y a une question très courte pour une réponse très courte aussi, que vous voulez encore faire, parce que je dois absolument fermer cette table, parce qu'il y a la clôture, mais ne vous déménagez déjà. Je voudrais vous demander aussi de rester pour la clôture de ce forum, que sera après. Mais s'il y a une autre question, et je crois qu'il y avait, parce que j'ai vu le microphone là, et...
Merci, ce sera court. C'était pour savoir ce que vous pensiez des budgets genrés mis en place par certaines villes en France. Bah, c'est indispensable. Voilà, très court. Je ne sais pas si vous autres... Il y a des budgets genrés en Espagne, Martha? Je ne sais pas j'imagine, mais je ne sais pas exactement ce que veut dire cette expression, budget genré. À quoi ça s'applique aux villes, bien sûr. Il y a des villes où ça se fait. Oui. Je peux ajouter quelque chose. J'ai travaillé sur un projet sur le mainstreaming de la perspective de genre au niveau local. Et justement, il y avait la question du budget genré. Un exemple très rapide pour comprendre la logique. Que pouvons-nous faire grâce à cet instrument? Les mairies, les municipalités soutiennent des groupes, des associations sportives par des fonds. Et la perspective de genre nous permet de comprendre si les modalités ou si les sports sont plutôt pratiqués par des garçons ou des filles, et si ce sont les sports pratiqués par les garçons qui sont les plus soutenus ou ceux le plus pratiqués par des filles. Ça permet de comprendre, de voir qui reçoit le plus d'aide. En tout cas, il y a un exercice d'analyse à faire pour pouvoir tirer des conclusions et pour, si besoin, changer de politique. Merci à toutes et merci pour votre participation aussi. C'était très bon. Et restez pour le discours pour la fin de ce forum. Merci. En effet, merci Inès. Je vous invite à ne pas quitter vos places. Et le temps que la scénographie change, j'invite Isabelle Richard, Delphine O et Sandra Ribeiro à nous rejoindre sur scène. Je profite de ce petit temps pour remercier toutes les équipes qui sont dans l'ombre, mais sans qui rien n'aurait été possible. À la régie, au synthé, au son, aux lumières, bref, merci à toutes et à tous. Merci également aux interprètes et aux étudiantes qui ont joué le jeu. Merci pour elles et eux. Je crois que ces tables rondes peuvent faire écho à une phrase, à une citation de Jeanne Favret-Saada qui nous disait pour elle qu'il n'y a pas d'opposition neutre de la parole, que la parole c'est la guerre et qu'il n'y a pas de place pour un observateur non engagé. Et je crois que ces 3 jours de table ronde sont entrés en écho et en parallèle. Et oui, il n'y a pas d'observateur non engagé. Sur ce, Isabelle Richard, je vous invite au pupitre. Vous êtes vice-présidente de l'Université d'Angers et je vous cède la place. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à cette heure tardive. Et un grand merci aux organisatrices de ce forum pour le choix de la thématique d'abord, pour y avoir associé nos doctorantes, que je remercie aussi pour leur présence, et puis pour la richesse des propos qui ont pu être partagés aujourd'hui, dans lequel je suis sûre que beaucoup d'entre nous auront pêché au moins une idée de quelque chose qu'ils ou elles puissent faire. Les nombreuses tables rondes ont montré, il me semble, le caractère inextricablement lié des différentes questions. Et cela peut être finalement un sujet de découragement, parce qu'on voit bien que cette question de l'égalité femmes-hommes n'est en aucune façon un problème 80-20. Vous savez, ces problèmes où 20% des causes expliquent 80% des effets. On n'est pas du tout dans cette configuration-là, on est plutôt dans un problème colibri. Vous savez, cette situation où la forêt brûle, où l'éléphant dort et où le colibri va chercher de l'eau à la rivière parce qu'il aura fait sa part. Donc on est vraiment dans cette situation-là et je crois que
la résolution de ce soir, c'est que il faut que chacune et chacun fasse sa part. Et en tout cas, l'Université d'Angers, que ce soit en recherche ou en formation, continuera à faire la sienne. Je voudrais dire un petit mot pour tous les étudiants, tous ceux qui sont nés au XXIe siècle, qui n'étaient pas très nombreux aux tribunes et qui, et c'est sans doute un sujet de déception, n'étaient pas non plus très nombreux dans la salle. Et je voudrais dire que moi, ce que j'entends en creux de leur faible appétence finalement pour des conférences et puis parfois aussi, à vrai dire, pour nos cours, c'est certainement pas une indifférence et c'est certainement pas une indifférence à la question de l'égalité de genre. Je l'entends plutôt comme une exigence, comme la perception d'une urgence, comme une mobilisation, comme une impatience qui conduit ces personnes nées au XXIe siècle à avoir plus envie de marcher, de coller, de performer, de réaliser, d'écrire, de parler, des fois de crier, plutôt que de s'asseoir et d'écouter. Et peut-être finalement qu'on peut, comme je suis une irréductible optimiste, le voir aussi comme une forme de bonne nouvelle. Je veux donc dire à tous ceux qui ne sont pas là, c'est toujours un exercice un peu bizarre de s'adresser d'abord à ceux qui ne sont pas là, mais les mots voyagent, donc peut-être que ça leur arrivera quand même, que nous leur faisons pleinement confiance, juchés sur les épaules de leur mère, de leur grand-mère et de leurs arrière-grand-mères pour poursuivre le combat. Je vous remercie. J'invite maintenant l'ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité, Delphine O. Merci. Vous pouvez effectivement rester. Je peux rester ici? Merci. Je trouve ça plus convivial. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs, organisatrices de la saison France-Portugal pour cette invitation. Donc je me présente en 2 mots. Je suis ambassadrice pour les droits des femmes au ministère des Affaires étrangères, français et non portugais, et également secrétaire générale du Forum Génération Égalité, qui est un grand sommet international pour les droits des femmes, qui a eu lieu l'an dernier. C'était le plus grand sommet depuis 1995, depuis 26 ans, et dont je vous parlerai dans un instant. Je voudrais immédiatement m'inscrire dans la ligne droite de ce qui a été dit par ma prédécesseure, parce que, en réfléchissant aux quelques mots que je voulais partager avec vous, je me disais que je serais à la fois la voix d'un constat extrêmement déprimant sur l'état des lieux de la situation des femmes dans le monde aujourd'hui, en tant que diplomate engagée dans les relations internationales, et je l'espère aussi la porteuse d'un message d'espoir pour l'avenir. En dézoomant sur la situation en France et au Portugal, mais qui quelque part peut résonner avec l'ensemble de la situation des femmes dans le monde, le constat, comme vous le disiez, et comme cela a été dit dans le panel précédent, est malheureusement affligeant. S'il est vrai que la crise de 2008 a particulièrement touché les secteurs masculins et a relativement épargné les femmes dans leur occupation professionnelle, ce n'est pas le cas de la pandémie que nous venons de vivre et que nous continuons de vivre dans le monde entier. L'impact de la pandémie sur l'ensemble des droits des femmes, qu'il s'agisse de droits économiques, de droits sociaux, de droits politiques, de droits sexuels et reproductifs, a été et continuera d'être absolument catastrophique. Nous nous attendons en effet à un chômage de masse particulièrement féminin. La plupart des études qui sortent sur les conséquences économiques de la crise montrent que ce sont des secteurs largement féminins, féminisés, les secteurs de la restauration, du tourisme, qui ont été impactés par la crise, et que l'ensemble des emplois qui ont été retrouvés depuis un certain nombre de mois ont été en fait récupérés par des hommes, et que la majorité des femmes qui ont perdu leur emploi parce qu'elles étaient à temps partiel, parce qu'elles ont dû arrêter de travailler pour s'occuper des enfants pendant le confinement, n'ont pas retrouvé d'emploi.
L'impact est aussi dévastateur sur la question de l'éducation des filles. Il en a été question au cours de ces 3 derniers jours. L'UNESCO estime que 11 millions de filles et de jeunes filles ne retourneront pas à l'école. C'était donc des filles un peu partout dans le monde qui allaient à l'école, qui sont restées chez elles à cause du confinement et dont les familles ont décidé de les garder chez elles. Dans le pire des cas, de les marier de force et dans d'autres cas, de les garder comme bras supplémentaires pour subvenir aux besoins de la famille. Ce sont aussi 7 à 8 millions de femmes qui vont subir des grossesses non désirées. J'en parle parce que c'est une priorité de la France à l'international, c'est de défendre les droits et santé sexuelle et reproductifs de toutes les femmes et jeunes filles dans le monde. Et malheureusement, l'accès à la contraception a été inhibé partout dans le monde et pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord, pour des raisons pratiques, matérielles, mais aussi parfois d'incapacité à sortir de chez soi. Et donc, nous allons faire face à un nombre de grossesses non désirées et donc d'avortements dangereux très, très en hausse. Et bien sûr, je ne parle pas, mais j'en parle quand même, de la hausse spectaculaire des violences domestiques et conjugales et des violences contre les femmes. On en a entendu parler en France. La moyenne mondiale, c'est une hausse de plus de 30% des violences, des cas de violence signalés, ce qui signifie uniquement la partie émergée de l'iceberg, et ce que le secrétaire général des Nations Unies a appelé la pandémie de l'ombre, the shadow pandemic, puisque ça a été vraiment un phénomène pandémique partout dans le monde qui a révélé l'ampleur des violences contre les femmes. Donc un constat relativement déprimant, et une des panélistes avant disait que on estime qu'il faudra, alors le chiffre officiel du Forum économique de Davos, c'est 135 ans avant d'atteindre l'égalité de genre complète dans le monde. Mais avant la pandémie, ce chiffre est à 100 ans. Et donc nous avons perdu en 2 ans et demi de pandémie, 3 ans de pandémie, nous avons perdu 35 ans supplémentaires. Nous avons régressé de 35 ans en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde entier, qu'il s'agisse du droit à l'intégrité, à la sécurité physique et de la lutte contre les violences, de l'autonomisation et l'empowerment économique des femmes, des droits et santé sexuelle et reproductifs, de la participation des femmes au processus de paix, etc., etc. Je parle de tous ces sujets parce que c'est mon travail au jour le jour de défendre les droits des femmes à l'international, en portant la voix de la France avec de nombreux pays alliés, dont le Portugal et d'autres, et d'essayer inlassablement de défendre ces droits. Et lorsque je dis défendre, malheureusement, j'enseigne aussi, alors pas à l'Université d'Angers, mais à Sciences Po Paris, et je dis souvent à mes étudiants, nos victoires dans le féminisme, ce sont des non-défaites. C'est aujourd'hui se battre contre ce que nous appelons l'international des conservatismes, la montée en puissance de gouvernements, de mouvements, de groupes, y compris d'entreprises, ouvertement conservatrices qui militent de façon très assumée pour la régression des droits des femmes, pour le retour des femmes au foyer, pour le retour des soi-disant valeurs familiales. Et notre job au quotidien, en tant que diplomate français se battant pour les droits des femmes, c'est de faire en sorte que les droits acquis par les générations précédentes, par des textes et des conventions qui ont été négociés dans les années 50, 60, 70, 80, 90, ne soient pas aujourd'hui reniés et annihilés par les efforts de certains pays conservateurs. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Je finirai tout de même avec une note positive, pour ne pas vous déprimer trop. Pour faire face à cette montée en puissance, ce backlash en bon français des conservatismes, nous avons une partie de la communauté internationale s'est mobilisée l'an dernier avec le Forum Génération Égalité, dont j'avais l'honneur d'être la secrétaire générale, qui était organisé sous l'égide des Nations Unies, ONU Femmes, et coprésidée par la France et le Mexique. C'est la première fois en un quart de siècle
que l'ensemble des pays du monde, la communauté internationale, s'est réunie pour organiser une grande conférence pour défendre et promouvoir les droits des femmes. Donc, il a fallu attendre depuis 1995. Cette grande conférence, ce forum qui a eu lieu l'an dernier, a réussi à mobiliser plus de 40 milliards de dollars pour l'égalité femmes-hommes. Ce chiffre ne vous dit peut-être pas grand-chose, parce que lorsqu'on parle de milliards, on se perd un peu, mais c'est un chiffre substantiel, conséquent, lorsqu'on sait qu'on consacre des milliards de dollars et de façon bien justifiée aux questions de santé, aux questions d'éducation, à la lutte pour l'environnement et contre le changement climatique. Mais aucune conférence n'avait réussi à mobiliser des financements supplémentaires pour défendre les droits des femmes et faire avancer l'égalité dans le monde depuis 1995. Nous avons eu plus de 70 pays, nous avons des dizaines de milliers, une dizaine de milliers d'ONG qui ont participé. Nous avons aussi des entreprises, nous avons travaillé avec toute la société civile, avec aussi les artistes, les médias, le monde de la culture, le monde de la science, le monde de la recherche, pour créer des coalitions autour de thématiques, mettre en place des projets très concrets, très pragmatiques et financer les avancées pour les droits des femmes. Et le Portugal en était également partie prenante et nous nous en réjouissons. Voilà un petit peu ce que nous faisons au jour le jour pour défendre ce sujet. Chacun peut faire sa part, vous l'avez dit, au niveau individuel, au niveau de son organisation, son établissement, son institution, et nous faisons aussi ce que nous pouvons sur la scène internationale pour promouvoir cette égalité. Merci. Et enfin, pour clore cette séance, je donne la parole à Sandra Ribeiro, présidente de la Commission pour la citoyenneté et l'égalité de genre. C'est à vous. Je vous en prie. Muito boa tarde a todos e a todas. Para mim uma à tous et à toutes. C'est un honneur pour moi d'avoir pu participer à l'organisation de ce forum pour l'égalité de genre en Europe. Mais le plus important a été d'avoir l'opportunité d'écouter une grande partie de ceux qui ont participé à ces tables rondes thématiques pendant ces 2 jours et demi. Effectivement, ils nous ont apporté beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, de pensées et beaucoup de connaissances. Ces journées ont été intenses, journées de discussion, de réflexion. Elles nous rassemblent et elles nous invitent à une pensée critique et nous donnent davantage envie de participer activement pour faire survenir ce changement, un changement qui ne s'est pas réellement produit et pour lequel nous n'avons aucune garantie qu'il se produise. Ce forum pour l'égalité qui a eu lieu dans cette belle ville d'Angers, ville pleine de symbolisme puisqu'il s'agit de la maison de l'université qui héberge les archives du féminisme et qui a développé tant d'études dans ce domaine, a aussi ce symbolisme de représenter la rencontre de volonté de 2 pays, 2 États membres de l'Union européenne qui s'attellent à lutter pour la promotion de l'égalité de genre, la France et le Portugal. La France et le Portugal, dont le travail coordonné autour de la promotion de l'égalité de genre n'a pas commencé ici. Il a commencé depuis longtemps. Et j'ai eu hier le privilège de le constater lors de la visite que nous avons faite des archives du féminisme de l'Université d'Angers. L'inauguration officielle de ce forum s'est produite d'ailleurs lors de la Journée internationale des femmes. Ce n'était pas une coïncidence. C'était précisément pour attirer l'attention sur le fait que le monde est essentiellement un lieu masculin. Attirer l'attention sur le fait que la politique est encore taillée pour les hommes, pour servir essentiellement les hommes. Et sur le fait que le pouvoir se trouve en général essentiellement entre les mains des hommes, dans pratiquement tous les domaines. Et aussi pour attirer l'attention sur le fait que les femmes souhaitent avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités que les hommes, pas seulement dans les lois, mais aussi dans la pratique. Bien sûr, il y a eu de nombreux progrès, de nombreuses évolutions, mais il y a aussi beaucoup de stagnation, beaucoup de mouvements perpétuels d'inégalité et même le danger de recul. Antonio Guterres, ce Portugais humaniste, secrétaire général des Nations Unies, dans son discours lors de la Journée internationale des femmes, a commencé par les mots suivants. L'inégalité des genres est essentiellement une question de pouvoir. Dans un monde dominé par les hommes, une culture dominée par les hommes, les rapports de pouvoir doivent être inversés. Et il a dit, au sein des Nations Unies, nous avons atteint la parité de genre dans les postes de direction au siège, mais aussi dans le monde entier. Améliorons ainsi notre travail et représentant mieux les communautés que nous servons. Et il a terminé en disant,
Nous avons besoin de davantage de femmes ministres, plus de leaders d'entreprise, davantage de présidents, de premières ministres. Nous ne pouvons pas sortir de cette pandémie avec l'horloge qui tourne dans le mauvais sens sur l'égalité des gens. Il faut avancer l'horloge des droits des femmes. L'heure est arrivée. La cause de l'inégalité jouit en ce moment de l'attention des médias, comme jamais auparavant. Peut-être s'agit-il d'une mode, peu importe. C'est positif pour notre cause et il faut nous concentrer là-dessus. Pour cela, nous devons réaliser les meilleurs partenariats avec les journalistes, avec les organes de communication. Il s'agit de partenaires fondamentaux. D'un autre côté, et ce n'est pas par hasard, c'est d'ailleurs grâce à Madame Ursula von der Leyen que la Commission européenne impose une perspective de genre comme critère pour attribuer les fonds, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans la recherche scientifique, mais aussi dans le cadre du programme de résilience et de réforme. Et oui, les femmes au pouvoir font toute la différence. Et en ce moment, l'information que nous avons est la suivante. La directive Women on Board sur la représentation équilibrée des femmes dans des postes de direction, directive qui était congelée depuis plus de 10 ans, bouge de nouveau et de nouvelles négociations sont en cours pour qu'elle soit approuvée. Et puis, j'aimerais souligner également que la proposition de directive sur la transparence salariale, qui vise à mettre en œuvre le caractère obligatoire du système de formation de politique salariale transparente et objective au sein des entreprises, est pratiquement déjà approuvée. La vie d'une féministe n'est pas facile, mais personne ne décide d'être féministe pour avoir une vie plus facile. Nous savons que c'est quelque chose qui, très souvent, il y a des complications. Et parfois, nous payons des prix très élevés. Mais le souhait de faire ce changement, contribuer pour un monde plus juste, moins hypocrite, nous fait continuer à lutter, nous maintient unis et, dès que possible, dans des postes de direction ou assumant des fonctions qui nous permettent de faire entendre nos voix. 2022 marque les 50 ans de publication du livre Nouvelles lettres portugaises. Il s'agissait du slogan symbolique à l'inauguration de ce forum. Nous avons écouté les mots de Maria Teresa Horta, la seule auteure vivante, un récit réel sur l'importance que les actions des féministes françaises ont eu au début des années 70 lors de leur soutien aux Trois Marias, comme de la façon dont elles se sont concertées, soutenues, mobilisées. Même après leur acquittement, le livre continue à être maudit par certains secteurs conservateurs de la société, car elles abordent des thèmes comme le désir, le sexe, l'avortement, et pas dans du cellophane avec des petites paillettes roses, ce qui est mal considéré, même 50 ans après. Nous voulons contribuer davantage à rendre plus digne cette œuvre littéraire. Nous voulons renforcer au maximum les liens féministes qui existent entre le Portugal et la France. Et c'est pour cette raison qu'au début de l'automne, nous n'avons pas encore de date, mais probablement au début octobre, dans le cadre de la saison croisée, nous allons réaliser une rencontre féministe au Portugal. Cette rencontre, qui durera au moins 2 jours, part de la célébration qui consiste en l'appui qui a été donné par Simone de Beauvoir et Marguerite Duras, à d'autres féministes françaises aussi, aux Trois Marias. Et ce sera une plateforme de discussion critique, éclaircissante, éclairante et éclairée sur la définition de futures étapes pour les nouvelles générations, pour pouvoir affronter les problèmes prévisibles et imprévisibles de notre monde, toujours dans une perspective de genre, toujours recherchant à lutter contre les inégalités. Le grand objectif sera de produire un document qui sera plus qu'une synthèse ou des simples conclusions, mais pourra prendre le statut de recommandations concrètes et concrétisables pour les gouvernements des 2 pays. Et pour clôturer ce forum, nous allons finir comme nous avons commencé, avec les nouvelles lettres portugaises. Nous allons pouvoir ici voir un enregistrement des archives de la radio-télévision portugaise obtenu après le 25 avril 1974, après l'acquittement des Trois Marias. La qualité de cette vidéo n'est pas bonne, il s'agit d'un document historique. C'est un excellent document historique, c'est comme ça qu'il doit être vu. Et je vous remercie une fois de plus. Vive le Portugal, vive la France, vive toutes les femmes et les hommes qui croient et qui font en sorte que l'égalité de genre soit réelle. Merci.